Allô? Alors, je suis présentement avec la belle Lucie Mandeville. Puis avant de commencer, ben, j'aimerais ça faire un petit résumé de ton grand parcours. OK. On va juste voir les grandes lignes ensemble. Je sais que tu as été dans le passé psychologue pendant 25 ans. Écoute, c'est pas rien, ça. C'est long, ouais. C'est ben, Ça passe vite. tu as dû en entendre des histoires, des vertes, des pas mûres, tout le kit. Ah oui, oui, puis aider des gens, c'est surtout ça, là. Ouais. Ben oui, puis tu as tellement une belle écoute, fait que je suis certaine que ça l'a aidé beaucoup de gens. Je me demandais par curiosité, qu'est-ce qui fait que tu as arrêté ce métier-là? Ah, ben j'ai pris ma retraite tout simplement, rendue à un certain âge. Ben oui, Ah! ben, écoute, j'ai arrêté à 59 ans. Pour moi, il était temps. J'avais arrêté à 57 ans ma carrière universitaire, comme prof. Ben, pourquoi tu fais ça? Ah. Ben parce que je pensais que tu étais bien plus jeune que ça. Mais non, 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 je suis assez âgée, moi. Je vais pas te demander ton âge, mais j'étais sûre Ben, que tu étais plus jeune que ça. ah non, mais j'ai 63 ans, là, cette année. Ben Donc non. j'ai arrêté, oui, puis pour arrêter aussi les rumeurs, j'ai arrêté tout ça avant la dite pandémie. Donc à 57 ans, je suis sortie du milieu universitaire, puis à 59 ans, j'ai aussi arrêté ma pratique comme psychologue, ouais. Wow! Mais écoute, tu bien conservée, Lucie. Mais Merci. mais oui, c'est parce que c'est ça, tu disais, tu as été, prof à l'université de Sherbrooke. J'imagine que tu enseignais la psychologie? Oui, tout à fait. Au département de psychologie, j'étais à temps plein là comme prof, ouais. Wow! On te réfère aussi comme étant la spécialiste de la psychologie positive. Moi, j'étais bien curieuse, je suis bien attirée vers ce qui est positif. Fait que je me demandais si tu pouvais nous résumer les grandes lignes de peut-être c'est quoi la différence entre la psychologie et la psychologie positive. Même si je m'en doute un Ouais, peu, mais ouais, ben, en même temps, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce terme-là est péjoratif. C'est drôle. ben Il faut oui. pas utiliser le terme positif en psychologie. C'est une science qui est l'une des dernières à s'être développée après différents courants, dont la psychanalyse. Et elle s'est opposée à l'idée que chaque personne est une personne est malade mentale. Tu sais, c'est un peu l'image qu'on avait avec la psychanalyse, de dire: «Vous avez des troubles qui viennent de votre passé, vous devez les Ouais. résoudre pour être heureux dans le présent». Alors on a découvert qu'il y a pas de lien entre la profondeur de ton analyse du passé et des solutions du présent. Et elle s'est présentée en opposition en disant qu'une personne n'a pas que des problèmes, elle a aussi des ressources et c'est important de les connaître, ces ressources-là. D'ailleurs, Mhm. on s'est demandé comment ça se fait qu'en psycho, on s'est très peu intéressé aux gens qui étaient heureux, qui fonctionnaient bien. C'est vrai, les subventions n'allaient pas aux chercheurs qui étaient intéressés à ça. Alors, c'est essentiellement ça, c'est de dire, vous avez, oui, des souffrances, mais aussi des forces, puis on va tabler sur ces 2 éléments-là pour vous aider à dépasser vos difficultés. Ça me fait un peu Voilà. penser à la PNL, la programmation neurolinguistique que moi j'ai étudiée, qui est Ouais. axée sur les solutions, sur l'objectif, puis le passé nous intéresse pas vraiment. Justement, on laissait ça aux psychologues. Au psychologue. La PNL, je la situe à l'intérieur de la psychologie positive, c'est-à-dire que c'est un certain nombre d'approches qui sont orientées vers aussi les aspects positifs, là, de l'être humain. Ouais. Wow! Ben écoute, aussi, tu as été chroniqueuse à la radio. Tu parlais de psychologie encore, j'imagine? Ben, j'ai été chroniqueuse, par petit contrat, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai commencé à écrire des livres. Donc à la fin de ma carrière universitaire, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de matériel et que je partageais seulement à des petits groupes d'étudiants au doctorat, par exemple. Alors je me suis dit: «Ça serait le fun que ça serve à tout le monde». J'ai commencé à écrire des livres, puis avec ça, Radio-Canada m'ont interpellée en disant: «Ben, tu pourrais faire des chroniques en lien avec tes connaissances». Oui, c'était sur la psychologie, sur certains thèmes, puis l'idée, c'était toujours d'aider les gens à partir de mes connaissances. C'est super. Tu es encore d'ailleurs conférencière, auteure de livres, dont 3 best-sellers. Hey, j'ai vu ça hier, je capotais, j'étais comme: «Elle est donc ben hot, Lucie Mandeville!» 3 Ben oui, best-sellers sur le bonheur en plus. ouais, les livres se sont bien vendus effectivement, puis c'est drôle parce que c'est suite à, entre autres, une entrevue chez, Denis Lévesque. Tu sais, c'est drôle. On avait fait une entrevue ensemble, ça avait super bien été et là, c'était l'époque de Malade et heureux, le dernier des pas le dernier, l'avant-dernier des livres que j'ai écrits, qui s'est vendu, très, très bien. Puis aussi les livres précédents s'étaient bien vendus. Ben, les la psychologie positive était populaire, elle l'est encore. C'est une
c'est une approche qui nous fait du bien, en fait. Puis parler de bonheur, la plupart des gens veulent être heureux, hein? En Fait que pratique même, je dirais, oui, si tu veux pas être heureux dans la vie, c'est triste. c'est triste! Non, mais c'est intéressant parce que, tu sais, il y a plein de nuances à apporter. Les gens pensent vraiment que certaines personnes pensent que le bonheur, c'est pas intelligent, tu sais? Il vaut mieux être triste, mélancolique, nostalgique et puis ça nous fait paraître plus intelligent alors qu'être heureux, optimiste, gentil, c'est ne pas être intelligent. Mais c'est pas vrai, là. C'est vraiment des idées qu'on nous a mis dans la tête, puis moi, j'aime bien confronter ces idées-là. Oui, j'adore. C'est vrai, j'avais déjà, entendu là, une petite conversation pendant que je marchais des gens. L'as-tu vu, lui, donc avec son bonheur, donc bien fatigant? J'étais comme, mon Dieu, ça dérange de voir des gens heureux parfois quand peut-être nous, Oui. on n'incarne pas ça, tu sais. C'est vraiment, c'est vrai ce que tu dis, c'est dérangeant. Puis l'expérience de ces gens-là qui ont grandi dans la je dirais la société dans laquelle on est, qui prône certaines choses qui rendent pas heureux, on va dire. Ben, Oui. c'est difficile de supporter quelqu'un qui fait fi de ça, par comparaison, parce qu'ils admettent pas qu'ils voudraient être heureux comme eux. Alors ça augmente leur souffrance actuelle. Fait que c'est pas évident pour eux. Non. Puis tu as écrit dernièrement un conte, Le Fou. J'ai lu les grandes lignes, ça parle de physique quantique. J'ai lu Expérience de mort imminente. Oui. Est-ce que c'est ton expérience ou l'expérience des autres? C'est l'expérience des autres, mais en fait, ça venait d'une question que j'avais reçue quand j'étais au doctorat et qui m'amenait à expliquer que ce qu'on vit quand on est en relation d'aide, on peut aimer de façon universelle les clients avec lesquels on travaille. Et pour parler d'amour, je me suis orientée vers ces deux domaines parce que les expériences de mort imminente, les gens qui meurent cliniquement, ils, il touche à un amour qui est pas vécu, dans le fond, sur Terre. Et puis, la physique quantique aussi parle de ces expériences qui sont invisibles, comme les sentiments qu'on peut éprouver. Alors, c'est pour ça que je me suis intéressée à ces 2 domaines et comme ils sont difficiles à expliquer, j'ai fait un conte, une histoire qui fait qu'à travers les images, on peut mieux comprendre ce que c'est. Ah, ça, je l'ai pas lu encore, mais ça m'a inspirée hier quand j'ai vu ça. J'ai dit: «Oh my God!» Moi, j'aime tellement ça, ces histoires-là, parce que c'est vrai qu'ils ont des témoignages puissants Oui. de vie. Puis on parle de mort imminente, mais c'est la vie qui ramène avec eux souvent, hein. C'est, Oui, fascinant. mourir, ça met en valeur la vie. Puis je tiens à dire par rapport à ces livres-là, en passant, qui sont pas sur le marché, parce que j'ai repris mes droits d'auteur, mais ils vont être disponibles sur mon site luciemandeville.com. Vous pouvez les retrouver à télécharger gratuitement. Alors, Wow! orientez les gens vers ce site-là, luciemandeville.com, puis vous allez avoir accès au contenu de ces livres-là. Quelle générosité, Lucie, c'est incroyable. Moi, je t'ai connue au début de la pandémie. Par la suite, tu as créé les marches de Lucie Mandeville qui ont été un succès fou. Je pense que tu as fêté récemment les 3 ans de cette super initiative. Fait que merci, parce que je sais que ça aussi, ça l'a aidé énormément de gens à se retrouver dans la 3D, loin des écrans. Puis en plus, ben, de prendre de l'air frais, puis de marcher. Ça fait que ça combinait plein d'affaires ensemble. C'était une super idée, ça. Ça t'est venu Merci. comment, cette idée-là? Ah, ben écoute, c'est la rebelle en moi. C'était dans le temps du confinement. On n'avait pas le droit de s'assembler à l'intérieur. Alors j'ai dit, je m'en vais marcher dans un parc qui veut bien. Et puis à partir de ça, il y a eu d'autres marches. Puis comme tu dis, ça a grandi. C'est pas moi en ce moment qui gère ce groupe-là, là. Il y a des administrateurs, il y a des organisateurs par région. Ils sont rendus, je pense, 4600 et plus au Wow! Québec seulement. Puis comme tu dis, ça a permis à ce que des gens qui vivaient des relations brisées dans leur famille, retrouvent une forme d'amitié ou de famille d'âme et se sentent plus seuls ni fous parce qu'ils sont bien entourés maintenant. Et ça continue, c'est à chaque semaine, il y a des gens qui se rajoutent dans différentes régions du Québec et même j'ai vu qu'en France, ils souhaitaient que ça se développe aussi. Alors oui, c'est merveilleux. Grâce à toutes ces personnes-là là, qui y participent. Moi, j'étais que je dis la piche-note, là. J'ai juste été marcher dans un L'étincelle qui a parc. fait Oui, partir ce feu, c'est ça. mais c'est incroyable parce qu'on le Mhm. sait que durant les dernières années, les gens avaient soif de se retrouver, de se rassembler.
plusieurs ont perdu, comme tu dis, la famille, les amis, puis là, c'est de refaire tout un cercle social. C'est pas Oui. évident nécessairement à travers les internets. Fait que d'avoir la chance de se rencontrer dans la réalité, Ouais. c'était, en tout cas, bravo pour ça. Merci. Je pense que Là, les gens, effectivement, je veux juste terminer, les gens sont un peu tannés. Là, on fait une entrevue par StreamYard, mais les gens, ils sont aussi ils ont le goût des contacts réels, puis les marches pour briser l'isolement leur permettent ça. puis ça existe encore, même si on n'est plus en Ah confinement. Fait que ceux qui sont oui, intéressés à participer à ces marches-là pour rencontrer d'autres gens conscients qui cherchent autre chose que de la soumission, vous avez accès à ça via Facebook. Puis là, oui. comme tu le dis, ça va se développer un peu partout dans le monde. C'est merveilleux. Ben, je l'espère, là, c'est selon les besoins des gens, mais oui, puis la dite pandémie est terminée, mais les contraintes demeurent, donc ça peut être intéressant d'avoir ces groupes-là de soutien. Mais Hein, de ça. soutien de tout ordre, là, psychologique, mais aussi moral, là, plus que psychologique et physique aussi, de s'entraider par groupe de proximité. Puis la marche, ça fait tellement de bien. Hey, c'est pas juste Euh, la marche en passant, hein. Oui, on a commencé par marcher parce qu'on n'avait pas le droit. Je sais pas si tu te souviens, on n'avait pas le droit de rester sur place. ah Il mon fallait Dieu. marcher. Non, On c'est a pas vrai, traversé ça, il Lucie. fallait marcher. Oui. Mais là, ils peuvent s'asseoir puis manger ensemble. Ils ont le droit, là. Mais tu comprends? Ils C'est peuvent faire excellent. tout ce qu'ils veulent, là, en ce moment. Fait qu'il a upgradé en plus avec des potlucks puis tout le kit. Oui, c'est ça, oui. C'est super, super. Écoute, mon intention aujourd'hui de t'avoir rencontré, c'est d'élargir mon champ des perceptions, d'aller chercher justement différentes perspectives sur certaines questions que moi je me suis posées. Fait qu'on va explorer ça ensemble, puis je te laisse en gros la parole. Ça se peut que je te relance, mais en gros, moi, je dis souvent aux gens de reprendre leur pouvoir. Puis je me rends compte que reprendre son pouvoir, ben, il y a autant de façons de le voir qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Donc, j'aimerais ça savoir pour toi, qu'est-ce que ça veut dire reprendre son pouvoir? Merci, c'est une question tellement large. Chaque question que tu vas me poser sont très larges, on pourrait en parler très longtemps, mais si je veux, raccourcir le temps pour en parler, je te dirais, c'est vrai que le mot pouvoir, d'ailleurs, quelqu'un m'avait fait la remarque que c'est péjoratif, mais pas pour Comme moi. positif. Ouais, exact, exact, comme si c'était, tu sais, imposition sur les autres, mais non, parce qu'on a un pouvoir personnel et social. Ça, pour moi, il y a 2 choses là-dedans. Pouvoir personnel, c'est on a oublié d'abord une grande partie de la conscience de notre pouvoir, même physique. Souvent, je fais l'analogie du fait que tu sais que maintenant, il y a des gens qui vont grandir avec l'idée qu'ils n'ont pas de système immunitaire Eh oui. capable de lutter contre un virus. Tu vois, on a un exemple concret là, d'un pouvoir qu'on oublie. Alors, on peut penser que depuis qu'on est né, on a aussi oublié une grande partie de notre pouvoir, le pouvoir de la présence, le pouvoir du toucher, le pouvoir de la voix. C'est tous des pouvoirs qu'on a personnellement. Puis, tu sais, c'est sûr que je pourrais en parler longtemps. Tu as parlé de programmation neuro-linguistique. Ça n'est un pouvoir. Quand on comprend la psychologie, on a aussi la capacité d'influencer positivement les autres, d'établir une relation qui est saine plutôt qu'être dans un conflit, par exemple. Ça, c'est que Oui. des exemples. Puis par rapport au pouvoir social, bien, on en a parlé souvent. On a le pouvoir du nombre, et puis ça, on l'a oublié. On a vraiment l'impression que le pouvoir actuel, c'est l'autorité financière, l'autorité des gens qui ont un statut, qui ont une étiquette, qui sont reliés aux médias, alors que le réel pouvoir, c'est celui du nombre, c'est celui du peuple. Et c'est toute une question de reprendre conscience de ce pouvoir-là et puis de l'assumer entièrement en arrêtant d'accepter le mépris. J'ai parlé de temps en temps du mépris parce que s'ils ont été capables de nous soumettre à des règles aussi absurdes que celles qu'on a vues passer dans les dernières années, c'est parce qu'on a accepté ces règles-là, ce qui a accepté une forme de mépris. On est des esclaves, on est des esclaves modernes. Oui. On accepte l'esclavage alors que c'est. Imagine un groupe d'esclaves qui décident que ça va suffire, bien, ils sont assez nombreux pour que lorsqu'ils cessent de travailler pour le maître, bien, tout arrête, là, le maître ne peut plus rien.
Fait que Est-ce que c'est tu y magnifique. crois à ça, qu'un jour, on va atteindre le nombre critique pour justement, balancer ce qui se passe en ce moment, là? Ça n'a jamais été une question de nombre. Je sais qu'on parle de nombre, tu sais, le point tournant, le nombre que ça prend. Ça n'a jamais été, il me semble, dans l'histoire, un nombre, suffisant. C'est plus une influence même d'une seule personne sur une population qui décide de puis c'est pas, je dirais, c'est peut-être pas, valorisant de dire ça comme ça, mais qui décide de suivre un autre courant. En ce moment, on a accepté de suivre un courant qui est malsain, socialement, psychologiquement, physiquement. Et puis, il peut y avoir une personne qui s'exprime, qui réussit à avoir une influence et le courant va pencher d'un autre côté. Alors, ta question, oui, c'est sûr que j'y crois. Je crois quand même que ça va être long parce qu'on participe en ce moment-là à cette programmation, participe à l'endoctrinement social et personnel. Total. Donc, reprendre son pouvoir, si je résume, c'est déjà d'abord et avant tout de prendre conscience qu'on a ce pouvoir-là et de refuser le mépris. Puis concrètement, dans le quotidien, comment, Je vais te dire, au-delà de la conscience, qu'est-ce qu'on fait? je vais te dire un truc que je donne, que je donnais en thérapie aussi, parce que il pourrait y en avoir plusieurs, mais ce truc, c'est de faire ce que vous êtes déjà capable de faire, presque déjà capable de faire. C'est-à-dire que chaque personne a le potentiel de devenir un petit peu plus authentique. Parce qu'en ce moment, la question, c'est plus, on est aliéné, c'est-à-dire qu'on n'est pas soi-même. Tu sais, on est des êtres sociaux qui avons accepté la programmation. Et devenir authentique, c'est le défi. OK? Et si ce défi-là, il vous tient à cœur, sachez que vous avez tout le pouvoir, toutes les capacités de le faire, mais vous essayez parfois de faire quelque chose qui est beaucoup trop difficile, ça vous décourage, ça vous enlève votre confiance. Alors, ce que je dis, c'est dans je dirais, les différentes choses que vous faites, il y a des choses que vous ne faites pas encore, mais vous êtes presque capable de les faire. Tu sais, je te donne un exemple, c'est on est soumis à l'autorité sociale, puis on va se conformer. On va suivre les flèches là, dans l'épicerie, là, par exemple. C'est un exemple d'avant, mais ça peut être, on va respecter les règles sociales. Il y a de plus en plus d'indications qui nous disent qu'il faut se laver les mains dans les toilettes. Tu sais, je veux dire, c'est rendu grave, là. Alors, juste de faire quelque chose de différent de cette autorité-là, pour filer la rébellion, l'authenticité, et puis vous donner confiance que vous êtes capable de le faire. C'est une manière. Tu fais la liste, par exemple, de ce que vous êtes presque capable de faire, puis vous choisissez ce qui est le plus facile. Si c'est de, par exemple, ben de ça, je reviens avec cet exemple-là dans les toilettes. Je ne sais pas si vous vous lavez les mains à chaque fois parce que c'est marqué qu'il faut vous laver les mains, mais essayez donc une fois de ne pas vous laver les mains avant de sortir. Ah mon Oui, Dieu! puis de voir, hey, j'y arrive-tu? Qu'est-ce que vous sentez? Puis si vous y arrivez, ben félicitez-vous. Parce que c'est, je veux dire, on n'est pas toujours sale quand on sort de la salle de bain, là, hein. Fait que c'est d'y aller avec des petits pas. Des Moi, petits pas, pourquoi? Pourquoi les petits pas? Parce que c'est ça qui va vous donner confiance pour faire quelque chose de plus. Tandis que si vous visez trop haut, vous allez perdre confiance en vous. mais Excuse-moi. de toute façon, on dit que même le mont Everest, ça escalade pas en un bond. Ce n'est que des petits pas qui vont nous rendre au Exact, sommet. Fait que, il y avait aussi un exact. dicton, j'ai lu il y a pas longtemps: «Celui qui déplace des montagnes commence par des petites roches». Ça peut prendre du temps, ça a l'air à Ouais. ça. Mais chaque roche que tu déplaces, tu peux être content, tu peux être contente de ce que tu as fait. Alors, il y a tellement de petits gestes qu'on peut faire. Tu sais, des fois, c'est la manière dont on s'habille. On s'habille pour être valorisé socialement. Mais on peut-tu, une fois, mettre des pantalons dans lesquels on est bien, plutôt que les plus beaux pantalons qui vont pogner là, quand on se déplace? N'importe quoi qui fait que vous êtes un peu plus vous-même en société, ça vous fait expérimenter l'authenticité. Ben ça me fascine parce que souvent, je me fais dire: «Ah, tu es tellement authentique». Puis je me dis: «Mais, qui d'autre je pourrais être?» Je veux dire, je suis moi, mais je y a qui d'autre je veux dire, c'est moi. Fait que ça là, pour moi, c'est difficile à comprendre. Comment les gens ne peuvent pas être authentiques? Tu sais, je me dis: «Mieux vaut être détesté pour ce que je suis que d'être aimé pour ce que je suis pas».
mais ça a pas de l'air. Pour moi, c'est une évidence, là. Je veux dire, il n'y a pas d'autre alternative, là. Mais je suis obligée d'admettre que ce n'est pas la réalité de tout le monde. Et ça me fascine. Comment est-ce que tu peux expliquer ça, Lucie, toi qui as été psychologue si longtemps? Pourquoi les gens osent pas être authentiques? Parce que, puis je pourrais travailler avec toi, Mel, en reconnaissant qu'on a tous, il y a tous pour chacun, il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles à faire en termes d'authenticité, puis pour chacun d'entre nous, là. Oui. Et pourquoi c'est comme ça? C'est qu'on est à la fois un individu, mais on est aussi un être grégaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez fort. Grégaire, ça veut dire on a besoin des autres pour vivre. OK, On n'est oui. pas comme des lions. Tu sais, il y a des animaux qui sont très forts, puis même les lions vivent en clan. Et c'est important, c'est une question de survie, puis ça fait partie de notre espèce, notre nature humaine. Et ça va jouer. On est un peu tous des moutons, comme on a dit, c'est-à-dire qu'on a à la fois ce besoin d'individualité, mais on est aussi, on a recréé des réseaux, tu sais, dans cette crise-là, on était rejetés d'un clan, mais on a recréé un autre clan, puis ça nous a fait du bien de ne pas se sentir seul ni fou. Faut pas se le cacher. Ça a été une nécessité. Alors, c'est pour ça que les gens, ils vont toujours mesurer l'enjeu social. Est-ce que je vais être rejetée, abandonnée si je suis vraiment moi-même? Est-ce que Hmm. tu as la chance, Mel, d'être entourée, d'être appréciée? C'est fort pour toi. Ça joue peut-être même inconsciemment dans ta capacité d'authenticité. Et c'est la même chose pour les gens qui sont aimés et appréciés. Ils ont Donc, la ce peur d'être soutien-là. rejeté nous empêcherait Ah d'être ben oui. qui on est vraiment, de Ah oui, rayonner. tout à fait. OK. Tout à fait, puis on se trompe en général, c'est-à-dire que quand on est soi-même, on va être plus apprécié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on n'est plus soi-même, les gens ne nous reconnaissent plus, ils savent plus comment nous prendre. Alors, ça joue contre nous. Quand Ouais. on est trop différent de nous-mêmes, c'est pas nécessairement la meilleure façon d'être accepté socialement. Super intéressant. Ben, j'aime ça les pistes que tu donnes parce que c'est des petits gestes au quotidien qu'on peut appliquer, puis prendre le temps de se féliciter aussi de les avoir faits. Oui, 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 tout à fait. Oui, puis même des fois, tu sais, comme je te dis, on pourrait en parler longtemps, de s'allier d'une personne. Tu sais, quand on a peur de le faire tout seul, on peut en parler avec quelqu'un, puis lui confier nos difficultés, puis aussi recevoir son encouragement. C'est une façon de le faire si c'est trop C'est vrai difficile. que c'est important, d'avoir des alliés autour de nous. Oui, Ouais, merci la vie. Ça, je me considère bien gâtée à ce niveau-là. Je me demandais, Lucie, est-ce que tu avais une routine dans ta vie qui te permet d'accéder plus facilement à cette authenticité-là, à ce bonheur-là dont tu parles? oui, j'ai une routine, puis de façon plus générale, je suis pas un être qui est très, contrairement à ce que les gens peuvent penser, je suis une très grande solitaire. Donc une de une des actions que je fais, c'est je retourne dans ma maison en Suède, là où je suis toute seule. Il y a pas de voisins, même si j'ai des amis que je vois de temps en temps, qui sont mes voisins, mais éloignés, que je vois pas de chez moi. Ça, j'ai besoin de retourner chez moi et comme, si j'ai une maison au Québec, ce serait la même chose. J'ai besoin de me retrouver dans ma maison sans fréquenter des gens nécessairement. Mais j'ai une routine, qui est quotidienne, puis je vais te la partager. Et durant l'hiver, je chauffe au bois, moi, et j'aime bien faire comme premier geste le matin de partir mon feu dans mon salon et Ah! d'aller dehors chercher mon bois dans la grange. J'ai pas beaucoup de routine, mais elle, ça n'est une. Chaque matin, je pars mon feu et puis je vais dehors, c'est important, là, le soleil se lève, je vais dans ma grange chercher mon bois, je le rentre pour qu'il puisse sécher dans la journée. Et ça, pour moi, c'est ça important parce que la réalité est importante. Et pour moi, d'aller dehors, d'être avec le feu, le bois, ça me ramène à qui je suis dans ma nature humaine. Wow! Voilà. Oui, d'être connecté avec des besoins de base aussi, se chauffer, c'est Oui. en ville, on a un thermostat, c'est moins chic. C'est bon ça! Mais j'avais pas pensé, ça pourrait être d'ouvrir, de le partir, de descendre, de le partir le jour pour qu'il fasse chaud dans la pièce, là. Oh boy! C'est Ouais. super intéressant, je m'attendais pas du tout à ça comme, routine, mais oui, ça te rapproche des éléments, de la nature, Oui, de prendre de l'air.
Bon, moi, je sors dehors, mais c'est pour fumer une cigarette. Pas très. Je vais apprendre de toi. Peut-être, je vais penser à toi demain matin. Prendre le temps de respirer avant de m'emboucaner. Je me demandais aussi, quand tu manques d'énergie, là, je sais qu'il y en a beaucoup, là, c'est l'hiver. Ici au Québec, du moins, on voit pas beaucoup le soleil. Il reste caché derrière les nuages. On sait qu'il est là, mais il est caché. Fait que quand Ouais. tu manques d'énergie, qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral? J'ai pensé à ça. Ce que je vais te répondre, c'est différent de ce que je t'aurais répondu il y a plusieurs années. Parce que, maintenant, ce que je me dis dans ce temps-là, c'est: «Ça va passer, ça va passer». Parce que j'ai réalisé que les moments où parce qu'on en vit tous des moments où on est découragé, démoralisé, où ça va un peu moins bien, où c'est chaotique dans nos vies et je te jure, même aujourd'hui, je l'ai vécu un moment où j'avais l'impression que c'était une bourrasque, un peu comme un vent. De ce temps-ci, c'est venteux en Suède et j'avais l'impression qu'à l'intérieur de moi, il y avait une bourrasque. C'était chaotique, c'était pas organisé, mais je sais avec la patience que ça va passer et souvent cet état-là précède un moment où tout est clair, un peu comme le vent disparaît, puis là tout est clair, le ciel est clair. Alors je sais ça de mon expérience et j'ai simplement à me dire: «Ben, sois patiente, ça va passer». C'est Ça pré temporaire. Il y a rien qui c'est dure ça? pour toujours. Oui et ça précède, c'est ça qui est intéressant, souvent ça précède un moment très heureux, très clair. Comme un prin tu sais, l'hiver précède le printemps. Mmh. L'hiver, c'est dur comme en ce moment là, au Québec puis ici en Suède, mais le printemps, c'est tellement beau, c'est les bourgeons là qui rosent, c'est la naissance. C'est un peu comme ça à l'intérieur de moi, puis à l'intérieur de nous. Puis je pense pas qu'on pourrait savourer le printemps autant si on n'avait pas d'hiver juste avant. Fait que C'est tellement sage ce que tu dis, et tu si jeune et si sage. mon Dieu! Oh Mais boy. je me suis dit ça, je vais te donner une analogie que je me disais plus jeune. Pour avoir vécu des crampes menstruelles, je me disais: «Il faut vraiment vivre des crampes menstruelles comme femme pour apprécier la vie après». Hey, quand c'est fini, on est-tu bien? Oh mon Dieu! Ah non, moi, Ça prend pas grand-chose après, hein? Oui. j'ai ça à tous les mois, puis mon Dieu que je suis contente quand c'est le 3-4 jours se termine, là. Je suis comme: «Enfin, enfin, on peut savourer plus», puis ben, c'est un beau rappel mensuel, hein, de dire, Oui, c'est c'est vrai, tu bien le reste du temps, profites-en. c'est vrai. Il y a quelque chose de cette souffrance-là. Moi, je trouve, comme femme, on a ce rappel-là mensuel que la vie est donc belle quand on n'est pas menstrué. C'est pas à quoi qu'il a pensé le créateur quand il a fait ça, les menstruations. Il l'a échappé celle-là. Oh boy! J'avais lu un texte, en PNL qui disait: «Aider sans sauver». Il y en a beaucoup dans le mouvement qui veulent sauver les autres. Heu, toi, est-ce que tu vois une différence? J'imagine parce que je te trouve pas sauveuse dans le rôle de sauveuse, mais pas du tout. Je trouve au contraire, tu es aidante. Donc, ça serait quoi la nuance à apporter ici entre vouloir sauver puis vouloir aider? C'est tellement une belle question. Puis merci, c'est un beau compliment que tu me fais, là. Écoute, je le dis souvent, si on considère qu'on a une âme, si on a exigé qu'on respecte nos choix personnels sur notre santé, comment se fait-il qu'on voudrait forcer quelqu'un d'autre à changer? Tu sais, en disant: «Ben, tu sais pas, toi, ce qui est bon pour toi, puis moi, je suis là pour te sauver». Tu comprends? C'est complètement contradictoire à ce qu'on prône. Oui. Alors c'est ça. Puis moi, je l'ai réalisé par rapport à moi-même. J'étais à quelque part dans mon processus d'évolution. C'est de même que je dis ça, là. C'est un peu compliqué à dire, là, mais on évolue tous, on change, on grandit, on devient une meilleure personne. J'étais à quelque part là où d'autres sont maintenant. C'est bien humblement que je dis. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas personne qui m'aurait dit quoi faire. Tu sais, qui m'aurait dit: «Lucie, je vais te sauver». Mon Dieu, j'aurais été insultée de ça.
Alors, si je peux dire ça aux gens, comprenez que quand vous voulez sauver les autres, c'est un peu le message que vous leur passez, qu'ils sont pas assez intelligents, ils sont pas assez débrouillards pour le faire eux-mêmes, ils ont pas d'âme, ils ont pas d'évolution personnelle. C'est complètement contradictoire d'agir comme des sauveurs. Puis c'est aussi contradictoire d'en attendre des sauveurs. Ça, je vois ça aussi beaucoup, là. Oh mon Dieu, ils sont une gang à attendre, Je que ça soit sais. Donald Trump, Jésus ou je sais pas qui, c'est oui, on attend le sauveur à l'extérieur de nous. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là pour les aider justement? C'est exactement ça. Ben, je leur dirais: «Je vous comprends, parce que c'est comme ça. Depuis votre naissance, on vous dit: "C'est pas vous qui allez décider, c'est pas vous qui savez ce qui est bon pour vous, c'est le professeur, c'est le parent, c'est le spécialiste, le médecin, le psychologue, le juge, l'avocat" et tout ça. C'est L'autorité. toujours quelqu'un à l'être oui, une autorité, mais à partir d'une étiquette, d'une Mmh. formation universitaire qui était biaisée, là. Mais on a toujours appris à être passif par rapport à notre démarche personnelle. Alors, c'est comme naturel, normal en ce moment de continuer d'attendre un sauveur. Ça prend une grande émancipation personnelle pour cesser ça. Et puis je le vois là, je suis comme toi, je vois très bien dans quel panneau piège on tombe encore en croyant au système politique actuel, en croyant des personnages comme Trump, Poutine, de Santis, c'est qui de ce temps-ci que je vois passer? Bon, il y en a plein, ce n'est que des personnages. Dans cette game-là, ce show-là qu'on vous présente, qu'on manipule pour vous garder dans le show. Mais ça prend beaucoup de détachement pour Mais arriver quand à tu ça. dis ça prend une émancipation personnelle, tu des trucs pour que les gens apprennent à s'émanciper? Ben oui, je vous le dis, je suis un ex-scientifique. Je suis une ex-scientifique. J'ai vécu dans ce monde, moi, scientifique. Alors, je vous dis, je réalise moi-même, je me suis fait avoir, là. Fait qu'est-ce que ça peut vous aider? J'ai été tellement longtemps ces bancs d'école, je peux vous dire que si j'avais un conseil à donner maintenant, je dirais: «Restez pas trop longtemps à l'école parce que ça vous amène à vivre cette passivité-là». Mais en ce moment, vous reproduisez ça en étant devant vos écrans, en lisant des textes, en cherchant à l'extérieur un tiers qui est pas nécessairement juste une personne, qui est une information, une idée qui vient pas de vous, qui a été manipulée, qui fait partie de ce gros show-là. Alors, quoi dire? Ben, c'est dur, hein, à arrêter. Arrêter, passer moins de temps, puis aller dehors, jardiner, pelleter, aller parler avec des gens, regarder à l'intérieur de vous, observer, réfléchissez par vous-même. Libérez-vous des idées, posez des questions, arrêtez de vous auto-censurer. Il y a tellement de choses à faire en ce moment, mais c'est pas facile. C'est et c'est comme un conditionnement. Alors je reviens à PNL. Là, on vit de l'hypnose. C'est de l'hypnose parce qu'à chaque fois qu'on retourne dans les médias sociaux ou les médias traditionnels, on se fait manipuler. Je vous dis, il y a des montages dans les 2 camps. Les Oui. montages qui sont là pour nous diviser, pour nous faire croire à des choses, pour nous garder dans le système qui nous divise. Alors, bon, oui, je pense qu'un des conseils, c'est mettez moins de temps là-dedans. Là. Puis ce qu'on fait là, on fait ça à travers les médias sociaux, mais je pense qu'on peut inspirer cet affranchissement-là. Je l'espère. Moi aussi, c'est ce que j'espère. J'aimerais donc que les gens pour moi, c'est un peu ça, reprendre son pouvoir, c'est d'aller à l'intérieur puis se valider, et non pas attendre la validation extérieure ou, un sauveur extérieur. C'est vraiment de reprendre sa responsabilité sur notre vie, nos choix, nos actions. Fait que ça me parle beaucoup ce que tu dis, C'est vrai. Lucie. Puis tu le fais, tu es un bon exemple. Ben, je fais de mon mieux, hein. Il y a comme tu disais, il y a personne de parfait. Je suis mon chemin, puis, à force de faire de son mieux, m'a peut-être arrivé quelque part. Mais tu es là où tu es. Tu as vécu une belle expérience dernièrement là, dans un pays, tu as voulu aller dans le sud, tu vois, tu as eu le guts de sortir du pays, d'aller vivre une expérience. Alors Ouais. on a chacun, on n'est pas obligé de faire les mêmes expériences, mais on a chacun des attraits, des intérêts et puis souvent on se dit: «Ah, ce sera pour plus tard». Non, je dis c'est souvent la peur, c'est ce qui précède l'action. Faites un petit pas, une petite action qui va vous donner la confiance d'aller un petit peu plus loin. Ben là, je trouve ça intéressant parce que, il y a des gens que j'ai entendu dire dernièrement quand j'ai annoncé le fait que je voulais peut-être décrocher un peu, comme tu dis, des réseaux puis des mauvaises nouvelles, que je voulais aller ailleurs, élever mes vibrations. Il y a bien du monde qui ont réagi puis qui ont fait:
la guerre n'est pas finie, puis tant que ça sera pas fini, moi, je mets un X sur mes rêves. Je me suis même fait dire que mes rêves n'avaient pas d'avenir. Fait que Oh. qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là qui mettent leur vie sur pause en attendant que ça finisse? Vous embarquez, vous êtes manipulé en ce moment. Quand vous dites ça, vous dites exactement ce qu'ils veulent que vous dites. C'est ça qu'ils attendent de nous. Qu'on mette sur pause notre vie, notre existence en se disant, ben oui, on n'a pas une valeur suffisante pour continuer d'exister, de vivre. Ce qu'on a fait dernièrement au Québec, je donnais l'exemple, ben oui, on peut célébrer. Je suis revenue au Québec pour faire une petite virée où on a célébré parce que célébrer, pour moi, c'était une manifestation de dire on est encore vivant. On va vous prouver qu'on est encore vivant, que oui, on pourrait être découragé à cause de tout ce qu'on sait, des horreurs, on pourrait être démoralisé, mais c'est exactement ça qu'ils veulent. Qu'on soit démoralisé, qu'on cesse de vivre, qu'on cesse de célébrer, mon Dieu, qu'on cesse de danser, de chanter ensemble, de bien manger. C'est le contraire. Prouvons-leur qu'on continue de bien vivre. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas en étant tout le temps contre un mouvement qu'on va gagner la partie. D'ailleurs, je pourrais en parler. C'est un peu comme si deux équipes se battaient, puis qu'une équipe était toujours sur la défensive. Mais il faut marquer des points des fois. Dans une partie de hockey, il faut marquer des points. Marquer des points, c'est être assez attractif dans notre façon de vivre pour attirer des gens un jour qui sont tellement sous la contrainte qu'ils vont devoir choisir. Puis pendant ce temps-là, nous, on peut garder aussi toutes les possibilités qu'on a de rester en santé, physique et mentale. Yes. Alors oui, à ces gens-là, je pense que oui, on répond en étant un modèle. On n'est pas obligé tout le temps d'argumenter, en fait. Ils peuvent continuer de croire ce qu'ils croient, mais j'espère que ça ne t'arrête pas de vivre ce que tu as à vivre, là. Yes. Bien, justement, je me demandais, toi, personnellement, dans tout ton parcours, c'est quoi l'accomplissement qui t'a rendu le plus fier? Ça me touche. C'est en ce moment. J'étais hyper programmée, moi. Un prof d'université, c'est vraiment un bon modèle de programmation. Et quand j'étais, il y a quelques années, je disais à mon gars, je souhaitais que mon gars aille à l'université. Parce que je me disais, tu vas pouvoir réussir dans cette société. Tu vas pouvoir faire des choix, tu vas avoir un bon salaire. Et puis, mon gars, il a choisi de ne pas aller à l'université. Et puis maintenant, je suis capable de dire qu'il avait raison. Je suis tellement contente pour lui. Il m'a dit: «Maman, je choisis de faire ce que j'aime, c'est ça l'important». Alors ma plus fière, ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir réussi à sortir de cette programmation. Pas complètement, évidemment, mais d'avoir réalisé de faire ce que je fais en ce moment en dénonçant ça. Puis de dire: «Merci Jérémie, merci cette crise qui m'a réveillée, qui m'a amenée à être plus authentique, à» C'est fou la vie que j'avais avant, mon Dieu, j'ai travaillé comme une forcenée, ça a pas d'allure. Puis j'ai encore à apprendre à me dire le matin: «Mon Dieu, je peux ne rien faire pendant 1 heure», imagine, et c'est quelque chose je pars de loin moi. Alors voici ce dont je suis fière, être en démarche pour arrêter d'être programmée. Bien, déjà, de se déprogrammer, c'est tout un travail, personnel. Puis, toi, tu dis que c'est la pandémie qui a mis l'engrenage à cette déprogrammation-là. Oui, c'est vraiment cette crise-là, vraiment. Oh oui, Donc, il y a eu vraiment des bons moi, je vois vraiment des bons côtés à cette crise qui nous a ouais, apporté cet éveil, cette conscience, cette déprogrammation pour pouvoir se reprogrammer de façon à ce que ça fasse plus de sens. ouais. Merci pour ta belle, vulnérabilité, Lucie, tu belle, ça me touche. Puis, ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré? As-tu un mentor ou que ça soit une personne vivante ou décédée, quelqu'un qui génère quelque chose en toi, qui Tu des fait belles t'admire? questions, Mel. Tu des belles questions. Je trouve tellement ça sain de parler de ces choses-là. Vraiment, merci beaucoup de me donner cette occasion-là. Ben là, merci à toi de l'avoir accepté. Très, très contente.
Et probablement que cette personne-là changerait d'une année à l'autre, mais tu sais, si je suis très, très spontanée, je te dirais Ivar. En ce moment, c'est un idole pour moi. Ivar, c'est qui? C'est mon voisin. Je fais comme je le connais pas. C'est ton voisin en Suède? En Suède. C'est normal, je le connaisse pas. Tu connais personne ne connaît sauf les gens autour. Puis c'est quelqu'un low profile, tellement, tellement. Puis pourquoi je te dis ça, c'est que je me rends compte que je suis très cohérente en ce moment parce que j'ai c'est pas les personnages publics qui sont les plus, inspirants. Les personnages publics comme par exemple, là, c'est nous-mêmes, on peut inspirer jusqu'à un certain point, mais il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, qui mettent la main à la pâte, puis qui sont pas là, à parler de cette crise même. Alors, Hiver, c'est même un injecté, Ivar. Pourquoi il est injecté? Parce qu'il voulait aller voir sa mère qui était mourante. Parce qu'ici en Suède, on a les mêmes règles, là. Sa mère est morte d'ailleurs durant la pandémie, puis il s'est fait injecter. Mais Ivar, quand je le rencontre, il est tellement sage. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. C'est quelqu'un, lorsqu'on discute, qui a une vision très saine, très équilibrée de la société, même si il a pris cette décision-là. C'est un prof, lui, qui était au secondaire et il dit, les politiciens ont été trop longtemps à l'école, il dit ça. Les jeunes ne devraient pas aller si longtemps à l'école. Il est capable de reconnaître ça. Puis à chaque fois qu'on parle, il va aborder un point de vue très, très éclairant. Moi, je l'admire. Puis quand on a, tu sais, on a un groupe de propriétaires de la rue, on dit ici, ben, il est capable d'écouter un bar, puis d'écouter de l'autre, puis il est médiateur, là. Tout ça pour te dire qu'il y a des gens très simples que j'admire du fond de mon cœur. Et Ivar en fait partie. C'est génial. Oui, je m'attendais à ce que tu nommes quelqu'un de Gandhi. Non, Ivar. Je vais te dire, moi, je suis psy, hein, j'ai été psy auprès de gens qui ont été connus. Je peux te dire que les célébrités ne sont pas des modèles dans le quotidien. Les célébrités ont cet ego assez développé qui fait que dans le quotidien, c'est pas des gens qui sont sans difficulté, c'est pas des gens qui sont nécessairement admirables dans le quotidien. Alors, j'en connais assez pour te dire que même Gandhi n'avait pas une vie tellement admirable dans le quotidien, là, Oui, oui, dans le même s'il avait quotidien. des bonnes idées, ce qui fait que Ivar est plus un modèle pour moi. Oui. C'est super intéressant, plus groundé. J'avais une autre question aussi. Est-ce que tu as un mantra, une affirmation positive ou une croyance qui est très aidante pour toi, que tu te répètes, qui t'aide, peut-être dans les moments plus creux? J'ai pas de mantra, tu sais, du genre une phrase que je me répète, mais je crois que j'ai la tendance à revenir très rapidement au positif. C'est pas qu'il m'arrive pas des moments difficiles comme tout le monde, mais je le vois que chaque situation, je veux dire, je me vois faire, là. Je me dis: «Ah, c'est drôle». Je tire tout le temps du positif de ce qui se passe. Alors, je dis souvent, moi, je suis chanceuse dans la vie, mais je crois que ma chance, c'est finalement de percevoir les choses positives à travers les situations. Alors, c'est comme si à l'intérieur de mon cerveau, devant une situation, tu sais, on peut porter attention à différentes choses, puis Oui. je me vois faire transformer chaque situation en une opportunité. Tu sais, si par exemple, je sais pas, il fait pas beau, mettons. Il fait pas beau aujourd'hui. Ah, mais je me dis: «Je vais pouvoir ça me fera moins de peine de rester en dedans». Mais chaque situation, c'est ça. Ah, je vais pouvoir faire telle activité parce que je peux pas faire telle autre. Alors c'est pas un mantra, c'est plus un réflexe, une tendance que j'ai. Ben, une programmation, en fait, ça ressemble beaucoup à reprendre son pouvoir au lieu d'être la victime: «Ah, il pleut, c'est pas le fun, Ah, ben, je vais Oui. pouvoir rester en dedans», Oui, puis c'est moi, je trouve ça intelligent. C'est ça, tu sais, la psychologie positive, elle se bat contre cette idée qu'être un pessimiste, être critique, ce serait être intelligent. Alors qu'on pense que les gens qui sont optimistes sont naïfs. Tu sais, les gens Mmh. qui ont de l'espoir, vous êtes naïfs, vous voyez pas la réalité. Non, non, je dis souvent, on peut être réaliste et optimiste. Ça dépend où est-ce qu'on porte attention. Puis ce qui nous rend heureux, contribue à notre santé, fait en sorte que, on peut influencer positivement notre entourage. Alors, j'ai assez étudié, mettons, le domaine pour savoir que les gens les plus intelligents, c'est les gens qui sont optimistes et qui ont cette capacité-là de revenir au positif.
Comme toi, comme toi. Non, mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que d'être optimiste, justement, il y en a qui nous. Ben, je vais parler aux gens qui m'accusent, mais je me dis, toi, tes projections négatives, je veux dire, il n'y a personne qui voit l'avenir, à moins que tu sois vraiment que tu aies un don spectaculaire, là. Mais mettons une personne normale, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. On peut imaginer. On peut imaginer le pire ou on peut imaginer le mieux. Puis à mon avis, il y a bien plus de chances que le mieux se manifeste si on le visualise, puis qu'on l'espère, puis qu'on le voit, non? Ça va arriver dans ta vie. C'est certain Oui, qu'on fait un ouais, lien entre ce que tu imagines et ta vie à toi, ouais, comme ce qu'imagine l'autre et sa vie. L'autre affaire, tu as raison, puis on peut dire qu'à chaque situation négative, encore une fois, ça peut être un tremplin pour quelque chose de positif, comme cette dite crise, elle a donné lieu à un éveil. Si ça n'avait pas été de cette dite crise, il y a bien des gens qui auraient continué à porter leurs vieilles pantoufles. Il n'y aurait rien changé ouais. dans leur vie. Combien de personnes disent, ben, j'étais obligée de considérer ma famille. C'est pas, je disais, ma famille, c'est peut-être pas les gens que je veux fréquenter, c'est d'autres personnes qui ont un emploi qui nous satisfaisait pas tant que ça. Tu vois, ça a créé beaucoup de changements dans la vie des gens. Et après, ils vont dire, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc, tu as cette croyance-là que des fois, une crise, quelque chose de négatif, c'est un tremplin vers une opportunité de positif. C'est toujours mon point de vue. C'est J'adore toujours ça. mon point de vue. Ouais, c'est pour ça que la personne, elle peut choisir de voir le négatif, de rester attachée à sa vision négative de la réalité, mais c'est elle qui se fait du mal. Et comme tu le dis, peut-être qu'elle ne contribue pas à un changement positif Oui, réel. 100% d'accord avec ce que tu dis. C'est si Ouais. bien dit en plus. Dans tous les, je vois les livres derrière toi. Écoute, en plus, en tant qu'auteur, j'imagine que tu aimes lire. Alors, je me demandais, c'est quoi, bon, tu dois en avoir plusieurs, mais si peut-être tu avais à m'en nommer quelques titres de livres qui t'ont le plus aidé à grandir, à évoluer, à changer ta vision des choses, ça serait lesquels? Lequel? Je vais te surprendre, hein, je ne suis pas quelqu'un qui aime lire. C'est, ouais, T'as une c'est comme illusion ça. derrière toi. J'ai une illusion parce que oui, c'est ici, je l'aime bien, c'est la bibliothèque municipale parce qu'elle a une bonne connexion internet et puis j'aime bien le confort des je suis dans un sofa confortable et c'est plus agréable, ça fait changement d'être chez moi. Mais même dans ma carrière universitaire, je suis pas celle qui aimait lire, par exemple, des livres académiques, des revues scientifiques. D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus en disant la recherche est déconnectée de la réalité et Ouais. on nous oblige à l'université à lire des articles scientifiques qui sont plates à mourir. Ben Donc, oui. honnêtement, même à l'université, dans mes classes, j'encourageais les étudiants à lire des livres inspirants, même si c'était des romans, parce que c'est plus transformateur que des revues. Alors voilà, je m'ouvre en vous partageant la réalité. Et donc, moi-même, je lis peu et de moins en moins parce que c'est très loin de la vie. Oui, je vais lire souvent plus des romans ou Oui. des biographies parce que je suis inspirée, parce que j'ai besoin d'être connectée à mes émotions pour continuer de me sentir vivante. Mais tout ça pour dire, si je veux répondre à ta question, il y a plein de livres, mais j'ai oublié. Mais il y a un livre qui me revient en tête, c'était Les Enfants de la Terre. C'était des gros livres. Je sais Les pas si Enfants de la Terre, la série oui. avec Aïda, c'est Aïda qui me vient, mais c'est quoi le nom de l'héroïne? Je me souviens pas. Quelle Mais belle série! oui, hein? C'était, bon, toi aussi, Ah, ça j'ai dévoré ça, comme des c'est Harry vrai? Potter. Oui. C'était moins magique, mais c'était vraiment, ça nous apprenait sur l'histoire. Moi, j'ai bien aimé revenir dans cette époque-là et il y a une chose que j'ai retenue, c'était, je ne sais pas si tu te souviens, quand une personne commettait un crime, sa punition, c'était d'être ignoré par le clan. D'être ignoré et là, j'ai compris cette idée d'être grégaire. Je me disais: «Ah, tu sais, l'indifférence, c'était la punition ultime, puis l'indifférence faisait que cette personne-là mourrait nécessairement parce qu'elle se retrouvait seule avec les prédateurs». C'est du moins l'image que j'ai retenue. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a marquée. Je dis pas, je vous le dis, moi, je suis solitaire,
Mais je reconnais que j'adore le soutien qu'on s'apporte en ce moment. C'est fou le soutien qu'on s'apporte, cette Ah, entraide-là. C'est oui. merveilleux, cet amour, cette bienveillance. Alors ça, je reconnais l'importance de ça. Et dans la lecture, ça m'a éclairée par rapport à ça. Hey, Lucie, je me peux plus. Je peux-tu aller aux toilettes 2 minutes? Là, Vas-y! je vais me pisser dessus, là, genre, Non, j'en ben reviens pas, vas-y, là. c'est important, là. Je me suis pas C'est bon. lavé les mains, j'ai pensé à toi. Fait que là, toi, les gens vont penser à moi à la toilette. Je me demandais aussi, qu'est-ce que tu aimerais voir plus dans le monde? Alors, j'aimerais tellement qu'on sorte de ce show-là. J'aimerais tellement qu'on devienne cohérent, qu'on arrête d'accuser les autres pour des choses qu'on fait nous-mêmes. On ne se rend pas compte que quand on accuse les autres à être des moutons, par exemple, mais qu'on a embarqué nous aussi, qu'on embarque dans cette division-là en accusant les autres, en leur traitant de toutes sortes de noms, là, en se méfiant. Dernièrement, j'étais accusée d'être malhonnête. Tu sais, je me disais, mon Dieu, les gens, ils pensaient, tu vois, sans s'informer, ils pensaient que je faisais encore une pratique, que j'étais payée pour ça. Je leur ai dit, ben non, je ne suis pas payée. Puis là, ils me traitaient de ça. Puis je me disais, Ouf. la réponse que j'ai donnée, rendez-vous compte que vous embarquez dans ce qu'ils veulent. Ils veulent vraiment qu'on s'accuse mutuellement, qu'on ne se fasse pas confiance. Alors, oui, j'ai hâte qu'on soit un peu plus lucide, un peu plus conscient de nous-mêmes. Puis je pense que, bon, ben, je sais qu'en thérapie, l'une des portes de sortie, c'est lorsque, par exemple, je travaillais en couple, c'est de réaliser que ce qu'on accuse l'autre de faire, on le fait dans une moindre mesure. Puis quand on arrive à comprendre ça, on accepte plus l'autre dans son humanité, et puis on réussit à passer à autre chose, là, à réaliser qu'il y a bien plus de ressemblance entre nous les humains que de différences, parce que les différences reposent sur ce monde artificiel où on a appris à être dans la compétition, dans la différence, dans l'accusation, dans la critique. C'est parce que c'est Voilà, toujours plus facile de pointer l'autre que de se regarder. Je sais, j'ai tellement. passé par là, moi aussi. Donc, tu souhaiterais plus de cohérence. Ah, tout à fait, de cohérence, de lucidité pour ça, parce que des fois, on n'est même pas conscient. Je souhaite justement qu'on arrête un peu de ce gavage d'informations qui vient d'un tiers, faire un silence intérieur pour se regarder un peu, puis réaliser jusqu'à quel point nous aussi, je donne un exemple, mais je pense qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'un exemple, On hein? a le temps. C'est un exemple très dur. Dans les petites conférences que je fais, je donne parfois l'exemple des psychopathes. Je dis la seule différence entre un psychopathe et nous, pour apprendre à faire la paix intérieure, c'est que les psychopathes, ils nous considèrent comme des fourmis qu'on peut écraser. Nous, on extermine les fourmis quand on est envahi, mais ils nous considèrent comme ça, ou des chiens en laisse, ou du bétail. Puis réalisons que nous, notre façon de traiter les animaux, le bétail, nos produits alimentaires, on les torture, hein, les bœufs, là, avant de les manger ou les poulets. Non. Non, c'est dur, c'est très, très dur. Alors, tu sais, moi, j'ai réalisé ça, je vais être honnête, quand je considérais les psychopathes, je sais que moi, j'écrase les fourmis, puis je sais que je pourrais pas tout le temps faire autrement, mais les chiens à laisse, il y en a bien qui tiennent leurs chiens en laisse. Puis le bétail, on mange du poulet, là. Non, 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 moi, Mais je mange pas ça des animaux. Non. Ça me fait justement trop de peine, mais je pense que la différence, c'est aussi prendre plaisir à écraser. Tu sais, oui, prendre mais nous, plaisir à écraser une fourmi ou l'écraser sans faire exprès, il y a une oui, marge quand même. oui, oui, tu as raison. Eux, c'est parce que, ben, eux, ils le font parce qu'ils nous considèrent comme ça, pas plus que ça, ni mieux que ça. Puis jusqu'à un certain point, nous, on se ferme les yeux, tu sais, ceux qui consomment de la nourriture, on veut pas savoir. Puis quand on voit là, un reportage sur les conditions, c'est insupportable. Moi, c'est ce qui m'a fait devenir végétarienne. C'est cette souffrance. J'ai dit non, ça suffit, je veux pas participer à ça. Si moi-même pas capable de tuer un animal, je vais pas le manger. Ah Mais oui, c'est bon, ça. Mais bravo, tu as fait cette démarche-là. Puis ce que je veux dire là-dedans, c'est que la plupart d'entre nous, on n'est pas conscient, qu'on n'est pas dans le respect d'être vivant. Puis moi aussi. Puis je sais que c'est l'extrême. Les gens vont dire, ah, tu vas chercher ça loin.
Mais quand j'ai entendu parler de ces psychopathes qui nous traitent comme du bétail, puis c'est vrai, je me suis dit, ben c'est vrai, nos produits alimentaires, ben, c'est ce qu'on leur fait subir aussi. Ouais, tu parlais de silence intérieur. Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec le silence. Ça les rend mal à l'aise ou ils se sentent pas bien ou ça serait quoi un premier pas pour apprivoiser ce silence-là? En faire un. S'habituer doucement, 1 minute peut-être déjà? Ben oui, ben d'abord reconnaître qu'on a du mal avec ça, reconnaître notre inconfort, revenir vers soi. Tu sais, quand on est avec quelqu'un d'autre, dire même, on peut s'amuser à le faire, dire: «Regarde, on va l'essayer ensemble». C'est un truc que je donne, le faire comme une expérience. On va Mmh. l'essayer, on regarde notre montre là, puis on 15 secondes. S'amuser à le faire, commencer, puis c'est tout le temps, je te dis, c'est une programmation, ça fait que pour Ouais. déprogrammer, c'est que l'action, hein. L'action et puis la réussite de cette action va nous donner confiance pour passer à autre chose. Donc l'essayer en De le s'amusant. voir comme un jeu, j'aime ça, c'est un bon Oui, truc. oui. Excellent. On arrive à la fin des questions bientôt. Moi, j'aime beaucoup les citations. Je trouve ça, j'en ai un paquet, je les trouve inspirantes. Les meilleures, je les note dans mon cahier. C'est Donc, je me vrai. demandais si toi, tu en avais une à partager, une citation qui t'inspire. Ouais, j'en ai pas autant que toi, ça m'intéresse moins, mais je me suis forcée pour en trouver pour te répondre. Merci pour l'effort. Je j'aime bien celle qui a circulé, que je reconnais comme vraie, tu vas m'aider là à la formuler, c'est plus facile de tromper quelqu'un de le convaincre que de le convaincre qu'il a été trompé, hein, quelque chose comme ça. Tellement. Tellement, je le réalise moi avec l'expérience que les gens, ben, c'est ça, il y a un confort dans malgré tout là à vivre dans l'inconfort parce que c'est ça, les contraintes qu'on a vécues, c'est l'inconfort depuis toujours. Puis ceux qui restent dans l'inconfort, ben, ils ils se croient adaptés à la société, puis c'est vrai. Mais quand on essaye de leur dire: «Regarde, c'est pas sain», c'est difficile de les sortir, de les convaincre de ça. Donc j'aime bien cette citation-là, elle est vraie. C'est vrai. Si tu avais un message à donner à l'adolescente que tu étais, j'ai de la misère à t'imaginer adolescente. T'étais-tu un peu fofolle ou tu étais très disciplinée à ton ouais? Donc, si C'est tu ben, avais un conseil ou un message pour cette adolescente-là, tu lui dirais quoi aujourd'hui? j'ai envie de te dire, j'étais très, moi, j'étais les 2, hein, en passant, j'étais très by the book, là, puis j'ai réussi dans la vie, socialement et puis à l'école et tout ça. Mais je me disais révolutionnaire tranquille, c'est-à-dire que j'étais moi-même aussi à l'intérieur, mais j'aurais aimé ça, faire un travail personnel pour essayer d'être un peu plus rebelle et ne pas accepter toutes ces contraintes sociales, comme aller à l'école longtemps. J'étais très croyante à cette époque-là, pratiquante. Je croyais que c'était ça, être une bonne personne, bien que plus tard, tu sais, j'ai remis ça en question. Alors, oui, c'est ça, il aurait fallu un travail à faire pour être moins rebelle, m'accepter dans mon imperfection, parce que pour moi, c'était ça, ne pas être parfaite. J'ai tellement essayé d'être parfaite, moi, et d'être aimée de tous, puis de réussir dans tout. Puis c'est excessif, là, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire, mais c'est vrai qu'on attend beaucoup ça des gens, qu'ils soient parfaits. Puis la preuve, c'est que dès que la personne se montre imparfaite, donc humaine, l'opposition contrôlée ou pépé, on a tendance tout de suite à Mmh. l'accuser de pas être parfait ou de pas être parfaitement comme nous, on aimerait qu'elle soit. Ah oui, tout à fait. Le jugement, c'est incroyable, puis on projette des choses sur les gens, là, hein. C'est Tu sais débile. même parmi le groupe des gens qui remettent en question le narratif gouvernemental, c'est rendu qu'on marche les fesses serrées parce qu'on Oui, se dit: «Ce que je vais dire va être soumis au jugement de l'autre» et puis là, on va voir des commentaires en bas de personnes qui projettent sur nous toutes sortes d'idées, là.
pourra être retenu contre nous, ce qu'on dit. Moi, il y a quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est de penser que même Jésus a pas fait l'unanimité avec un message aussi simple que «Aimez-vous les uns les autres». Je me dis là, si on attend la personne qui fasse, l'unanimité, on est dans la marde. Hein? C'est vrai, tu as raison. C'est un bon exemple. Je pense que ça OK. fait le tour. Ah, si tu pouvais, penser, bon, on n'est pas là du tout, mais sur ton lit de mort, hein, un jour, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire à tes proches? Ouais, je pense aussi simple que j'ai fait de mon mieux. Encore une fois, tu vois, je suis dans le on n'est pas parfait, là. J'ai fait de mon mieux comme chacun fait de son mieux. Puis je trouve que le poids du jugement est tellement pesant dans notre société, entre nous et même à l'intérieur de nous. Alors oui, j'aimerais bien qu'on retienne de moi que j'ai fait de mon mieux, tout simplement. Oh! J'espère que tu vas, pouvoir continuer de vivre longtemps, en bonne santé. Puis, ben, peut-être que tu as un petit mot, un message d'espoir pour, les gens qui nous écoutent pour terminer, cette belle entrevue en beauté? Ah oui, il y a tellement d'espoir à avoir. J'ai pas grand-chose à dire parce qu'on a dit tellement de choses, mais quand on parle d'espoir, tout le monde a besoin d'espoir. Reconnaissons ça. On a besoin d'espoir et souvent cet espoir-là fait qu'on tombe dans les pièges parce qu'il y a des artifices qui sont proposés en ce moment, puis on s'accroche à ces artifices-là. Puis j'ai envie de dire, quand vous lâchez prise de ces artifices, naît un nouvel espoir, qui est Ah! l'espoir en vous-même, l'espoir en l'humanité, en la bienveillance. Puis c'est tellement plus fort, plus puissant cet espoir-là. Alors on a peur de lâcher prise, mais si vous savez, faites l'expérience d'essayer ça, lâchez prise un petit peu. Vous allez voir l'expérience que vous allez avoir, c'est vraiment un espoir totalement différent, là. L'espoir en l'humanité, j'aime ça parce qu'on focus beaucoup sur, des fois sur ce qui est pas beau, puis de revoir cette beauté-là, que l'humanité est belle, si seulement on pouvait regarder cette beauté. Ça là, c'est vrai, puis j'ai oublié de te le dire, puis c'est vraiment important. Moi, je vous fais penser souvent à un flocon de neige, là. Regardez un flocon de neige, là, puis regardez comment c'est beau, extraordinaire. Ben, l'humanité, l'humain est extraordinaire, puis souvent on l'oublie, là, on fait à croire que vous êtes médiocre. Vous êtes un chef-d'œuvre et si vous, un flocon de neige est un chef-d'œuvre, là, ben, tout le reste est aussi un chef-d'œuvre. Alors, focusons là-dessus, ayons confiance en cette vie, en cette nature, ayons du respect pour ça, puis une question de portons attention à ça, effectivement. Merci tellement, Lucie, pour toutes tes belles interventions, ta pertinence, ta cohérence, toute ta vulnérabilité que tu as osé nous livrer aujourd'hui. Je suis vraiment touchée, honorée, puis je suis vraiment contente de te connaître. Oh, merci, merci Mel pour tout ce que tu fais aussi. Puis moi aussi, cette crise, tu vois, a fait en sorte qu'on a pu faire des choses ensemble puis te connaître. Merci. Merci beaucoup pour tout. Puis cette belle entrevue qui est formidable. On devrait tous se poser ces questions-là. Ah, ça me touche beaucoup. Je te souhaite vraiment le meilleur pour tout le reste de l'année 2024, puis bon, le reste des autres années aussi. Et toi aussi, dans tes choix de vie, je te souhaite le meilleur, mais je suis sûre que tu es bien éclairée, tu es bien guidée, là. Tu suis ta voie. Merci. Mouah! Je t'embrasse. Bye, Bye. bye.